Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 mars 2021 pour le 229e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisqu'elle continue de se dégrader, même si le nombre de violations du cessez-le-feu a diminué. Malheureusement, nous avons de nouveau des victimes civiles en RPD et des destructions d'habitations et d'infrastructures civiles en RPL. Donc je vais en parler en détail. Sur le plan interne en Ukraine, c'est de plus en plus le chaos. Je vais y revenir aussi, tant sur le plan médical vis-à-vis du coronavirus, que politique, sur le plan judiciaire aussi. Je parlerai même pas de l'aspect économique, enfin j'en parlerai très brièvement. Mais donc voilà un petit peu la situation. Sur le plan militaire, du 20 au 27 mars 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 17 reprises, donc on a beaucoup moins que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 113 munitions, donc là aussi on est en baisse, dont 51 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là par contre il y en a eu plus. Je pense que la météo a joué de notre côté, puisqu'on a de nouveau eu des chutes de neige cette semaine, donc je pense que ça a obligé l'artillerie ukrainienne à se calmer un bon coup. Il faut y rajouter les 3 violations du cessez-le-feu et les 5 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs, donc comme je le disais, ont fait 1 mort parmi les civils en RPD, on a eu 2 morts parmi les soldats. Côté ukrainien, ils ont des pertes hors combat qui sont de 8 morts et 6 blessés, dont 4 morts et 2 blessés l'ont été hier, et que l'Ukraine a essayé de faire passer pour des morts dus au tir de la milice populaire de la RPD. Je vais en reparler en détail après, parce que c'est toute une histoire assez rocambolesque ce truc-là. Au niveau violation des accords de Minsk, eh bien, il n'y a pas que les violations du cessez-le-feu, puisque l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 32 pièces d'armement lourd, donc on est à beaucoup moins que la semaine passée. On a dans le détail un système de défense anti-aérien Strela 10, un système de défense anti-aérien Shilka, 4 chars d'assaut T-64, 7 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 17 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM et un véhicule blindé. Et donc comme je vous le disais en RPD, malheureusement, nous avons de nouveau des victimes parmi les civils. À savoir qu'on a eu un retraité de 71 ans qui a été abattu par un sniper ukrainien dans le petit village d'Alexandrovka, donc qui est en périphérie sud-ouest de Donetsk. Il était le 22 mars au soir dans la cour de sa maison, il était allé nourrir ses poules et un sniper ukrainien l'a abattu d'une balle en pleine tête. Alors il faut savoir que cet homme vivait dans la dernière rue du village avant la ligne de front. Je connais bien cette rue, j'y suis déjà allée. En fait, vous avez une vue dégagée, mais parfaitement dégagée, ce qui veut dire que le sniper ukrainien pouvait pas se méprendre sur qui il avait dans le viseur. Hein, surtout en visant dans la tête, un retraité de 71 ans, t'as quand même peu de chances d'arriver à le confondre avec un soldat. Hein, voilà. Donc, je veux dire là, tu peux pas prétendre ni au tir accidentel, ni à une confusion. Leur vue est tellement dégagée d'ailleurs sur Alexandrovka et sur cette zone, sur cette rue d'Alexandrovka, que les soldats ukrainiens ont vu qu'une équipe d'évacuation était arrivée pour essayer de récupérer le corps du pauvre retraité abattu, et qu'ils ont tiré sur l'équipe d'évacuation pour l'empêcher de récupérer le corps. Non, parce que là, le level d'ignominie du crime de guerre, là, pour eux, ça devait pas être suffisant. Il fallait rajouter une couche de merde à leur crime de guerre déjà immonde. Alors, Kiev a bien sûr nié les faits. Alors, on a eu droit, selon les médias et les personnes interrogées, aux 2 grands délires qu'on voit régulièrement chez les Ukrainiens depuis 7 ans, à savoir au choix que en fait c'est les soldats de l'RPD qui auraient tiré sur le pauvre monsieur. Bon, non. Vu que les soldats de l'RPD sont quand même à 99% des locaux, ils vont pas tirer sur des gens qui sont potentiellement leur grand-père, leur père, leur frère, non. Non, ce délire du on se tire dessus nous-mêmes, faut arrêter, c'est pas très plausible. Et il y en a d'autres qui sont même allés encore plus loin, en disant que la mort du retraité était complètement fictive. Bon, alors je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises sur place. Il y a eu aussi une vidéo qui a été prise une fois que le corps a pu être récupéré, que je vous montre à l'instant.
Si ça c'est un mort fictif, bon là je pense que... Alors déjà que les soldats ukrainiens avaient poussé très loin l'immondice et l'ignominie, hein, jusqu'au point de non seulement tirer et tuer un retraité de 71 ans qui leur avait rien fait, deuxièmement en empêchant l'équipe d'évacuation de récupérer le corps, et après ils viennent te dire qu'en plus la mort de ce monsieur n'existe pas. Là, je pense que plus loin, je vais vomir en direct. Non, sérieusement, c'est pas possible. Faut que vous arrêtiez. Fermez vos gueules côté ukrainien, parce que là, vraiment... Là, vous êtes tellement ignoble que j'ai plus de mots. J'ai plus de mots, je suis désolée. Je veux dire, c'est... Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ce monsieur vient se rajouter à la liste déjà très très longue hein, des victimes civiles du conflit dans le Donbass. Je rappelle quand même que les journalistes et les médias occidentaux, dans leur très grande majorité, quand ils vous parlent des milliers de victimes civiles de la guerre du Donbass, ils vous mentionnent jamais qui les a tués. Hein, voilà. C'est ça qui vous cache. Hein. Ils vous cachent que des snipers ukrainiens descendent des grands-pères, des grands-mères. Hein. Je rappelle qu'il y a quelques années en arrière, c'était une grand-mère de plus de 80 ans qui avait été abattue à Sakhanka dans son jardin par un sniper ukrainien. Je rappelle l'histoire de cette petite fille à Torodowski avec qui un sniper ukrainien avait joué pendant une demi-heure en tirant tout autour d'elle alors que la pauvre est en train de jouer dans le jardin de la maison où elle habite avec sa maman, que le sniper a empêché la mère d'essayer de venir au secours de sa fille, et qu'il a joué comme ça avec la petite, jusqu'à ce que la petite soit totalement traumatisée, quoi. Hein, donc je veux dire, quand les médias occidentaux vous disent « oui, il y a eu tant de victimes civiles, machin, machin », sans vous dire qui les a fait, voilà ce qui vous cache. Hein, voilà le genre de trucs qui vous cachent, que les snipers ukrainiens tuent sans remords des femmes, des enfants, des personnes âgées, tout va bien, quoi. Et là, je pense qu'il serait quand même peut-être temps que certains journalistes occidentaux se regardent un peu dans le miroir. Bon, la milice populaire de l'RPD a analysé ce tir comme visant à provoquer en fait des tirs de réponse. Alors pourquoi ? Parce que y a eu des médias étrangers, dont Reuters et France Presse, qui sont arrivés le 21 mars dans la zone de conflit, hein, certainement pour pouvoir justement enregistrer les tirs de réponse de la RPD, hein, et pouvoir dire ah regardez, ils attaquent, hein, ils bombardent, hein, c'est comme pour les victimes civiles dont on ne dit pas qui les tue, hein, les tirs de réponse de la RPD, ils vont pas te préciser bien entendu que c'est des tirs de réponse, hein, et donc ils vont te faire passer ça pour des tirs d'attaque entre guillemets, hein, de la part de la RPD. Hein, c'est pour pointer du droit à la RPD comme étant celle qui viole le cessez-le-feu, alors que c'est l'Ukraine qui est fautive. Hein, je rappelle quand même. Donc, on est quand même bien conscient de ce qu'ils essayent de faire. Hein, je rappelle quand même que les tirs de sniper sont interdits par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu que Kiev a signé l'an passé, et dont elle refuse de discuter du mécanisme de coordination depuis des mois, hein, après l'avoir totalement détruit. Hein, je rappelle donc, je vous renvoie au sabotage de la dernière réunion du groupe de contact trilatéral, hein, je ne vais pas revenir dessus. Ce sabotage était tellement flagrant d'ailleurs et entachait tellement l'image de l'Ukraine qu'à peine 2 jours après la réunion, vous savez qu'ils ont massacré, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière, là, et ben l'Ukraine a dit « Ah, il faut une réunion en urgence du groupe de contact en charge des questions de sécurité pour discuter de l'augmentation des violations du cessez-le-feu ». Attends, 2 jours avant, ils ont foutu en l'air complètement la réunion en se barrant au milieu. Et là, ils sont là 2 jours après, il faut organiser une réunion urgente. Pour discuter d'un point qu'elle a refusé de discuter pendant la réunion régulière, hein, donc la réunion bimensuelle. Hein, donc ils ont dit que ça les intéressait pas de discuter de l'augmentation des violations du cessez-le-feu. Puisqu'il voulait parler du déminage, hein, qui je rappelle peut pas avoir lieu tant que y a des obus qui pleuvent, hein. Les démineurs c'est pas des kamikazes, et donc 2 jours après avoir saboté la réunion pour ne pas discuter des violations du cessez-le-feu, l'Ukraine réclame une réunion en urgence pour en discuter. Voilà, donc ça c'est ce qui s'appelle essayer de se donner une bonne image médiatique, hein, voilà. Et bien entendu les médias occidentaux reprennent, hein, ce truc là en chœur, en oubliant la partie d'avant, hein, le sabotage de la réunion bimensuelle régulière.
Voilà, c'est là que vous voyez comment on fabrique du consentement pour une guerre. Hein. C'est comme ça que ça marche. Bon, la bonne image de l'Ukraine risque quand même d'être un petit peu écornée par les tirs de son armée avant-hier contre le village de Zolotoye 5 en RPL, qui ont endommagé une école, 3 habitations et la clôture d'une 4e. Donc c'est le 25 mars au soir que l'armée ukrainienne a tiré sur le village de Zolotoye 5 avec lance-roquettes anti-chars, lance-grenades automatiques et armes légères. Au total, c'est plus de 34 munitions qui sont tombées sur la zone résidentielle du village. Je vais vous montrer quelques photos des dégâts, donc des photos qui ont été prises par la représentation de l'RPL au sein du CCCC. Hein, comme on le voit, il s'agit d'une zone purement résidentielle, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de position, il n'y a pas de pièces d'armement. D'ailleurs, on peut le voir sur la carte que je vous montre, l'école et les habitations touchées à Zolotoye 5 sont loin de la ligne de front. Donc l'armée ukrainienne ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un dommage collatéral, d'une erreur de tir ou je sais pas quoi d'autre. Bon, puis l'école de Zolotoye 5, elle a pas changé d'emplacement depuis le début de la guerre, hein, je veux dire. Donc, en regardant une carte, l'armée ukrainienne savait très bien qu'elle tirait sur une infrastructure civile, hein. Donc, il s'agit encore une fois d'un crime de guerre délibéré. Et en plus, la liste des crimes de guerre de l'armée ukrainienne est longue comme un jour sans pain, hein, je veux dire, depuis le début de la guerre. Mais bon, c'est pas grave, ils aiment bien rajouter des lignes supplémentaires. C'est bien parce que bon, l'OSCE, la France, l'Allemagne ferment leur gueule là-dessus, c'est magistral, hein, les garants occidentaux des accords de Minsk, on vous entend pas, hein, c'est marrant, hein, pour appeler la Russie à appliquer les accords de Minsk alors qu'elle est garante au même titre que vous, ça on vous entend. Par contre, pour gueuler contre les crimes de guerre de l'armée ukrainienne, il n'y a plus personne. Hein. Bref. Et alors, là aussi, l'armée ukrainienne a rajouté une bonne couche hein, dans le cynisme et l'ignominie, puisque, donc, alors que les membres du CCCC de la RPL enregistraient les conséquences du bombardement de la veille, l'armée ukrainienne a une nouvelle fois tiré sur Zolotoye 5, alors que les observateurs du CCCC étaient toujours sur place, mais les tirs ont eu lieu immédiatement après que les observateurs de l'OSCE, qui eux aussi étaient venus, étaient partis. Voilà, ça montre clairement que l'armée ukrainienne surveille de très près les déplacements des observateurs de l'OSCE pour pouvoir commettre leurs crimes de guerre hors du regard des observateurs internationaux. Hein, voilà. Non, mais bon. Et puis, alors, bon, je vous le mets encore dans cette partie-là pour pas vous le mettre dans la partie diplomatie, mais en gros... pendant que l'armée ukrainienne continue de violer le cessez-le-feu, Zelensky a appelé les chefs des pays du format Normandie à tout faire pour maintenir le cessez-le-feu complet et global. Alors là, je pense qu'on a touché le fond de l'hypocrisie la plus crasse quand même. Parce que moi je voudrais savoir où étaient les appels de Zelensky à respecter le cessez-le-feu quand un sniper ukrainien a abattu ce pauvre retraité de 71 ans à Alexandrovka. Je voudrais d'ailleurs aussi savoir quelles ont été les sanctions prises contre ce sniper pour avoir violé non seulement le cessez-le-feu, mais aussi les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Hein, les mêmes mesures que l'Ukraine a signées l'an passé et qui prévoient, je le rappelle, des sanctions contre les soldats qui violent la trêve. Hein, je pense qu'il a même dû recevoir une médaille, hein, l'autre connard. Hein. Puis bon, comme je le disais, hein, dans le même temps, Kiev continue sa stratégie visant à faire croire que la guerre dans le Donbass est une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Hein, donc l'Ukraine essaye de continuer à attirer la Russie dans le conflit de gré ou de force. Hein. Donc on a eu Zelensky qui a signé un décret déclarant que la Russie est un ennemi militaire de l'Ukraine. Voilà. Mais l'Ukraine n'a toujours pas déclaré officiellement la guerre à Moscou. Alors sous prétexte que c'est à la Russie de le faire puisque c'est elle qui a attaqué. Sauf qu'elle a rien attaqué du tout. Donc non, mais là on nage en plein fantasme, c'est magistral. Et on a eu aussi le ministère ukrainien des Affaires étrangères qui a prétendu que le conflit pourrait être réglé en une semaine si la Russie le voulait. Oui. Alors, mais non. Hein, bon, je vais expliquer pourquoi. Bon, si on parle sur le plan diplomatique, hein, parce que c'est là-dessus qu'il avait l'air plutôt d'être parti, je rappelle que la Russie n'est pas partie au conflit. Hein, ça fait 300 fois que je vous le dis, mais ça n'a pas l'air de rentrer. Hein, donc, la Russie est un médiateur, hein, au même titre que la France, l'Allemagne et l'OSCE. Il suffit de lire les accords de Minsk, c'est marqué dedans. Et deuxièmement, concernant le temps qu'il faut pour résoudre pacifiquement le conflit dans le Donbass, c'est pas Moscou qui fait traîner les négociations depuis 6 ans, c'est l'Ukraine. C'est pas Moscou qui peut voter les amendements à la constitution ukrainienne, la loi d'amnistie, la loi pour accorder le statut spécial au Donbass. Donbass d'ailleurs que maintenant l'Ukraine dit que ce mot
en gros, est une invention de la Russie qui a été imposée à l'Ukraine. Enfin, on nage en plein délire psychotique. Faut qu'ils arrêtent la drogue. Hein. À Kiev, faut vraiment qu'ils arrêtent. Bon, enfin, tout le paquet législatif, la partie politique des accords de Minsk, et même le cessez-le-feu, de toute façon, c'est pas la Russie qui peut le faire, vu que c'est pas la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine. Voilà, donc tout ça, il n'y a que Kiev et puis les républiques de Donetsk et de Lugansk qui peuvent mettre en œuvre les accords de Minsk et donc régler le conflit. Non. Après, si vous voulez, la Russie peut effectivement régler le conflit en moins d'une semaine. Mais je suis pas sûre que vous allez apprécier le concept, parce que ça risque de peut-être pas être très diplomatique. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Non, faut se méfier de ce qu'on veut, hein, parce que vous pourriez obtenir ce que vous demandez, hein, comme je le dis souvent. Faut se méfier. Et donc je vais vous reparler maintenant en détail de ces 4 soldats ukrainiens tués et 2 blessés que Kiev essaye de mettre sur le dos de la RPD. Donc ça a eu lieu hier, les médias et les réseaux sociaux ukrainiens ont accusé les RPD d'avoir tué donc 4 soldats ukrainiens et d'en avoir blessé 2 par des tirs de mortier contre les positions ukrainiennes situées près de Choumi. Petit problème pour Kiev, la milice populaire de la RPD n'a pas ouvert le feu dans cette direction malgré les tirs de provocation de l'armée ukrainienne. Aucun tir n'a été enregistré en provenance de la RPD. Par contre, ce jour-là, vers 17 h, la milice populaire a enregistré 2 explosions, typiques de l'explosion de mines antipersonnelles. La milice populaire de l'RPD a réussi à capter les appels radio des soldats ukrainiens. Ils les ont même publiés sur la chaîne YouTube de la milice populaire de la RPD. Hein, donc c'est sous-titré en russe. Et dans ces appels radio, clairement, il y a une demande d'évacuation des blessés qui auraient été donc blessés par le déclenchement de mines alors qu'ils se déplaçaient entre les positions. Bon, alors au départ, il y avait un certain nombre de journalistes, y compris Russe, qui disaient « Bon, bah, c'est la parole des uns contre la parole des autres. » Et en fait, il y a eu 2 faits qui ont départagé les 2 versions. La première, c'est que Zelensky a fait, dans la foulée, un discours dans lequel, à aucun moment, il ne dit que les soldats ukrainiens ont été tués par la RPD. Il ne dit même pas comment les soldats sont morts, en fait. Il te dit, ils sont juste morts. Voilà, ils sont morts, on a des soldats ukrainiens qui sont morts. Point. On te dit pas de quoi, comment, on te dit pas qu'ils ont été tués par des tirs, même de l'armée russe ou je sais pas quelle connerie. Non, non. C'est très bizarre, parce que si vraiment ils avaient quoi que ce soit de solide pour étayer ce truc-là, ils seraient pas gênés, je peux vous le dire tout de suite. Et le deuxième point qui a fini de départager les 2 versions, c'est le fait qu'un des soldats morts a été identifié comme étant le lieutenant-colonel Sergei Koval, dont je vous montre maintenant la photo. Et le lieutenant-colonel Koval était le commandant de l'équipe de recherche et de neutralisation des engins explosifs du centre de déminage des forces armées ukrainiennes. Or, la veille, le quartier général ukrainien avait fait un communiqué sur l'organisation d'une formation, justement concernant les mines. Ouais, donc là je pense que la version de la détonation d'une ou plusieurs mines antipersonnelles par les soldats ukrainiens, bah excusez-moi, mais niveau crédibilité, bah, c'est vachement plus crédible que vos histoires de tirs de mortier alors qu'il n'y a pas eu de tir enregistré venant de la RPD, voilà. Donc je les ai mis dans les morts hors combat. Hein, puisque bon, ils se sont fait sauter sur leur propre mine, tout simplement. Non mais vous voyez un peu la technique, hein. Ils sautent sur leur propre mine, ils essayent de nous le mettre sur le dos. Hein. Autre signe négatif sur le plan militaire, c'est l'entraînement de l'armée ukrainienne à manier les fameux drones turcs Bayraktar. L'entraînement a été mené cette semaine au-dessus de la mer Noire. Les drones sont partis du territoire ukrainien vers l'île de Tendrovskaya sur la mer Noire. Les soldats ukrainiens se sont entraînés entre autres à manœuvrer les drones donc au-dessus de la mer. Donc ça c'est pas très bon, parce que ça a l'air d'accréditer le fait qu'ils veulent utiliser les drones turcs pour mener l'offensive contre le Donbass. Donc ça c'est pas bon du tout. Donc point quand même à surveiller là-dessus. Au niveau des raisons qui poussent
l'Ukraine à la guerre, je vous renvoie vers la traduction que j'ai faite de l'analyse de Rostislav Ishchenko, qui s'appelle Zelensky, la guerre et le piège de la propagande. Ishchenko explique très bien que ce que j'ai dit, en fait, il a pu détailler, on va dire, les arguments qui expliquent pourquoi l'Ukraine veut se lancer là-dedans. Tout simplement parce que tant l'Ukraine que les États-Unis sont dans une position merdique. Tout simplement, sur le plan économique, politique, géopolitique, entre autres pour les États-Unis, ça se passe pas bien. L'Ukraine souffre énormément de ces confinements à répétition. Ils ont un trou dans le budget qui est équivalent à un tiers du budget. Voilà, ils ont un tiers du budget, il y a un trou. Et le FMI est toujours pas prêt de leur filer un copec. Donc là ils sont dans la merde et si ça continue comme ça avec leur confinement, le trou pourrait doubler. Voilà, donc 2 tiers du budget avec un trou, je vois pas qui va remplir ça. Les États-Unis de leur côté, bah oui, c'est pas Jojo non plus. Je dirais économiquement, ils sont clairement dépassés par la Chine. Et donc, bah là, il leur reste plus que la domination militaire. Mais d'ici quelques années, comme le dit Ishchenko, avec le développement entre autres des nouvelles armes russes, eh bien, cette supériorité militaire, elle aussi, va disparaître. Et donc si les États-Unis n'ont plus ni la domination économique ni la domination militaire, eh bien ils vont totalement s'effondrer. Et donc il leur faut lancer une guerre avant. Donc et Zelensky qui a une situation interne merdique et Biden qui d'ailleurs est complètement sénile. Hein, je pense que vous avez tous vu la vidéo où il tient même plus debout. Hein. Il monte dans Air Force One, il se casse 3 fois la gueule dans l'escalier. Lors il a mené une espèce de conférence de presse là. Il a complètement bafouillé, il savait même pas ce qu'il disait. Il avait ce qu'on appelle des cheat sheets, c'est-à-dire des feuilles de triche, hein, avec les photos des journalistes, des numéros, les différents points qu'il devait aborder avec chacun. Enfin bon, c'était... vous voyez que le mec est complètement sénile, quoi. Enfin, je veux dire... il dirige rien. Hein. Voilà. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc comme je le disais, je reparlais un petit peu du coronavirus. Je vous redonne vite fait les chiffres avant d'aborder plus précisément la situation en Ukraine. En RPD, on en est à 28 603 cas, dont 2221 morts. En RPL, on en est à 3 637 cas, dont 315 morts. En Ukraine, on en est à 1 632 131 cas, dont 31 751 morts. Et alors que, nous, on a toujours la vaccination en cours avec le Sputnik V, l'exportation du vaccin indien AstraZeneca vers l'Ukraine a été suspendue. Il semble que l'Inde, qui elle aussi bat des records, parce que l'Ukraine, ils sont en train de battre de nouveau des anti-records de contamination et de mort. Hein. Il semble que l'Inde a décidé de faire passer sa population en premier, hein, ce qui semble assez logique, et donc de limiter l'exportation de son vaccin vers l'étranger. Et vu que Kiev a catégoriquement refusé le vaccin russe, pour l'instant, il lui reste que le vaccin chinois dont elle a reçu les premiers lots. Là. Mais le problème, c'est que les gens qui ont reçu la première injection avec l'AstraZeneca, ils peuvent pas ensuite recevoir une deuxième injection du vaccin chinois, parce que c'est pas les mêmes. Donc, je sais pas, ça a l'air de partir complètement en sucette là-dessus, côté ukrainien. Et niveau traitement, c'est encore pire. Vu que l'ivermectine n'est pas utilisée en médecine humaine en Ukraine, elle n'est utilisée qu'en médecine vétérinaire, eh bien les Ukrainiens sont venus à se soigner contre le coronavirus avec des médicaments pour animaux. Je vous jure, c'est pas un fake. Le problème, c'est que ce produit qui doit normalement se boire, qui doit donner à boire aux animaux, certains se l'injectent en intramusculaire, ce qui est quelque peu dangereux. Donc, ouais, là c'est chaud quand même, hein, quand on est à un niveau d'effondrement du système de santé au point que les gens en viennent à se soigner avec des médicaments faits pour les chiens, les chats et autres animaux. Là, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même. Hein, voilà, je pense que là, l'Ukraine ferait bien d'arrêter les conneries et de se remettre un petit peu en question au niveau des autorités, parce que... Hein. Puis comme je le disais, donc si l'Ukraine est si pressée de lancer la guerre, c'est que économiquement c'est la cata,
Politiquement, c'est la cata, mais pas que, hein, démographiquement aussi, hein, puisque bon, là, si l'Ukraine attend 10 ou 20 ans, elle n'aura plus personne pour mener son offensive, puisque comme l'a révélé l'ancien conseiller du ministre ukrainien de la politique sociale, Leonid Lebedev, les Ukrainiens sont simplement en voie d'extinction. Hein, voilà, donc là en 2020, ils ont eu 40% d'enfants en moins qui sont nés, à savoir 296 000 enfants. Dans le même temps, le taux de mortalité, lui, a augmenté avec 617 000 morts. Donc en gros, il y a quand même un peu plus de 2 décès pour une naissance, hein, en Ukraine. Bon, quand vous avez des trucs comme ça, c'est pas bon. Hein. Pour rappel, en 2019, ils avaient une moyenne de 26 000 enfants nés par mois. Et là, dans les premiers mois de 2021, ils en ont à peine 22 000, donc 15% de moins. Les gens sont clairement financièrement dans la merde, n'ont pas les moyens d'avoir des enfants, et donc n'en font pas, tout simplement. L'année dernière, en Ukraine, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un baby-boom suite au confinement, hein, au fait que les gens, étant enfermés à la maison, ils vont peut-être un peu plus faire crac-crac. Et non, pas du tout. Il n'y a pas de baby-boom. La crise économique, le chômage élevé, la pauvreté et la crise du système de santé font que les gens préfèrent ne pas faire de gosses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le nombre de mariages aussi s'est effondré, 30% de moins par rapport à l'année dernière. Et à cause du confinement, il y a eu une forte augmentation, plus 40% de cas de violences domestiques enregistrés en Ukraine. C'est ce que je disais à certains qui me parlaient de la surmortalité pour évaluer les morts réelles dues au coronavirus. Tu peux pas prendre le chiffre tel quel. Parce que selon les pays, il y a eu d'autres causes de mort qui ont soit baissé, soit fortement augmenté. Et entre autres, il y a eu pas mal de pays où les cas de violence domestique ont violemment augmenté à cause des confinements qui ont été décidés par les autorités. Et donc forcément, ça fait aussi plus de morts liées aux violences domestiques, tout simplement. Donc je pense qu'il faut être quand même très très prudent quand on prend juste les chiffres de surmortalité. C'est pas forcément tous les morts du coronavirus, de manière directe. Sur le plan politique, en Ukraine, comme je vous dis, c'est le bazar. Là, il y a eu des émeutes de néo-nazis ukrainiens devant le bureau du président pour protester contre la condamnation à 7 ans de prison pour enlèvement de Sergei Sternenko, un membre du secteur droit. Ah bah tiens, encore un néo-nazi. Donc là, il y avait à peu près 1 millier de personnes qui s'étaient réunies à Kiev, qui ont tiré sur le bureau du président ukrainien avec des feux d'artifice. Ils ont foutu de la peinture sur la façade, ils ont cassé des fenêtres, balancé des pétards à l'intérieur. Alors, truc assez marquant, la police était présente, mais les a laissés faire, ce qui semble indiquer que Avakov était un peu complice du truc, ce qui serait pas surprenant, puisque le ministre de l'Intérieur ukrainien est aussi le chef de la plupart des groupes de néo-nazis, puisqu'il est quand même à la tête de la garde nationale, qui a rassemblé la plupart des bataillons néo-nazis ukrainiens. Donc c'est assez trouble comme jeu. Et puisqu'on parle de justice et de néo-nazis, on a aussi l'ancien chef du bataillon néo-nazi ukrainien Donbass, Semyon Semyonchenko, qui a été arrêté pour création d'une force armée illégale et pour trafic d'armes. Donc il semble que Semyonchenko avait créé une société de mercenaires qui visait à concurrencer la société russe Wagner, la fameuse société russe. D'ailleurs, truc assez troublant, il a été découvert qu'au Soudan, entre autres, la société ukrainienne a formé des forces armées qui s'opposent au gouvernement. Or, l'armée officielle du gouvernement soudanais est entraînée par les Russes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Ukraine essaye d'affronter la Russie de manière indirecte sur d'autres théâtres d'opération par société de mercenaires interposés. Ça devient complètement surréel. Autre info intéressante sur ce cas, une des autres personnes arrêtées a confirmé qu'il fournissait à Ukroboronprom, donc qui est le complexe militaro-industriel ukrainien, des pièces détachées pour les complexes de systèmes de défense antiaérien S-300 en provenance de Russie, ce qui est totalement illégal dans les deux pays. La Russie a interdit l'exportation de pièces détachées vers l'Ukraine et l'Ukraine a interdit l'importation de pièces détachées depuis la Russie. Donc je pense que la Russie ferait bien d'enquêter un petit peu pour savoir par où sont passées ces pièces et qui les a fournies aux Ukrainiens, parce que je pense que là, il va y avoir des choses intéressantes à découvrir. Alors, truc intéressant aussi, c'est que les pièces qui étaient achetées 30 000 $ en Russie ont été quand même revendues 200 000 $ à Ukroboronprom. Il n'y a pas de petit profit quand même, fois 7 quasiment.
Mais l'accusé a précisé que ce trafic avait lieu dans le cadre d'opérations des services secrets ukrainiens. Donc je pense qu'on va encore avoir des révélations très intéressantes sur le fonctionnement du SBU. Je pense que c'est pas fini niveau rebondissement. Bref. Et puis pendant ce temps-là, Kiev est en fait un pendant ce temps-là à Londres, puisque le Times confond l'Ukraine et la Biélorussie. Le 23 mars, ils ont voulu faire un petit point sur l'épidémie de coronavirus. Et donc, le Times a publié une carte de l'Europe qui a déclenché un véritable scandale dans les médias ukrainiens, puisqu'on peut y voir que l'Ukraine y a été nommée Bélarus, c'est-à-dire Biélorussie en anglais. Voilà. Alors, quand on voit que ces médias sont déjà pas foutus de placer l'Ukraine correctement, bon, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils soient aussi nuls, et concernant la Russie, et concernant l'Ukraine. Hein, je veux dire... c'est pas la première bourde du genre, hein. Je veux dire, ils nous ont déjà foutu Moscou en Sibérie, des trucs assez étranges. Mais là, c'est pas mal quand même, hein. Je veux dire, ils ont carrément éradiqué l'Ukraine de la carte. Il y a deux Biélorussie. Bon, Loukachenko sera content de savoir que le territoire biélorusse s'est agrandi. Bref. Je vais mentionner rapidement une nouvelle qui est par contre assez négative, qui est la fermeture du centre représentatif de la RPD en France. Donc la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué dans le sens inverse de la première cour, donc qui elle avait jugé que l'association était parfaitement légale, ce qu'elle est effectivement. Donc là la cour a décidé que non, que l'association était illégale, qu'elle se substituait à une ambassade alors qu'elle n'en a pas le droit, et donc a ordonné la fermeture de l'association. Je ne sais pas si le centre représentatif va faire appel en cassation, puisque vu que là c'est déjà une cour d'appel, le seul dernier recours national c'est la cassation. Le problème c'est que ça coûte très cher la cassation, donc j'ai demandé s'ils comptaient se pourvoir en cassation, j'ai pas eu de réponse. Mais je pense que vu ce que ça coûte, il y a de bonnes chances que ça se fera pas. Donc je pense qu'ils vont opter pour la solution du on laisse l'association être liquidée, on en crée une nouvelle avec un nouveau nom et un but un peu différent, et voilà. Mais je pense que l'acharnement judiciaire va se poursuivre, parce que l'Ukraine c'est d'ailleurs fortement réjoui, hein, bien entendu, du verdict, et va continuer d'insister auprès de la chancellerie française pour continuer l'acharnement judiciaire. Ce qui est délirant, je veux dire, t'as des représentations, enfin, t'as une représentation de la Catalogne en France, et il n'y a pas un tel acharnement judiciaire contre la Catalogne. Donc c'est vraiment, c'est du deux poids deux mesures comme d'habitude. Voilà un peu la situation. Clairement, jusque-là, on avait un temps qui nous était plutôt bénéfique. On va voir comment ça va évoluer. Là, ça se réchauffe. On va voir, mais je pense que on se dirige vers une escalade de la situation. Là, l'Ukraine cherche avec des tirs contre les civils, contre les infrastructures civiles. Donc, ce pauvre retraité tué en RPD, ou l'école de Zolotoye 5 endommagée en RPL. Le but, c'est clairement d'obtenir une réponse suffisamment forte des républiques populaires pour pouvoir hurler à l'offensive russe, hein, bien entendu, pour que l'Ukraine puisse ensuite lancer sa propre offensive en la présentant comme une contre-attaque. Bon, on est tout à fait conscient de ce plan de l'Ukraine, et donc pour l'instant on fait très attention au niveau des tirs de réponse, à ce que ça reste ciblé, et on évite de les faire quand on sait qu'il y a des médias de l'autre côté, des médias autres occidentaux, qui sont là justement pour enregistrer les tirs de réponse, sans bien sûr parler des tirs, des premiers tirs menés par l'armée ukrainienne, hein, pour pouvoir nous faire passer pour les méchants de l'histoire. Donc voilà un peu la situation, donc à suivre de très 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 près. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.